tous. Nous allons reprendre notre débat sur le texte de Michel Lepezan. Donc, je rappelle le titre, c'est La décroissance est-elle compatible avec le libéral physicalisme? Donc, nous avons déjà une première vidéo concernant le point sur en gros, le mot de la décroissance. Et donc, nous allons reprendre ici avec le point 3 de Michel Lepezan, qui va donc nous être dicté par notre collègue Yves, comme d'habitude, sur donc la loi de l'entropie. Donc je te passe la parole, Yves. Donc Michel Lepezan donc a donné ce texte. Je mets de côté ici une interrogation préalable sur le sens même d'appliquer la loi de l'entropie à la planète Terre, car la Terre n'est pas un système isolé. Grâce au flux d'énergie solaire, dissipation qui permet la reproduction et la complexification de la vie, quitte à faire usage d'une telle référence thermodynamique, il me semble tellement plus fécond de se référer à Georges Bataille, en particulier dans la lecture qu'en fait Onofrio Romano. Dans ce cas, la référence thermodynamique amène à penser une économie décroissante non pas en termes de rareté, mais d'abondance. La part souveraine de la dissipation comme dépense qu'il s'agit de sortir de l'appropriation privée pour en faire une dépense collective. Donc, Christian. Oui. Alors, il me semble que ce commentaire sur l'entropie que fait Michel Lepezan procède d'une mauvaise lecture de Nicolas Georgescu-Roegen, mauvaise lecture qu'il conviendrait de réajuster. Alors, premièrement, il ne s'agit pas d'appliquer la loi de l'entropie à la planète Terre, mais à l'activité humaine industrielle, car c'est elle qui provoque une dégradation de l'énergie au cours de la transformation thermo-industrielle qu'elle fait subir aux matières premières. Cette dégradation ou dissipation de l'énergie, elle s'opère au sein d'un système semi-clos, le système solaire. Au sein de ce système semi-clos, la Terre, en effet, échange de l'énergie solaire avec son environnement, mais elle n'échange pas de matière, d'où système semi-clos. Alors, ça veut dire qu'il est ouvert, ce système, du point de vue de l'énergie solaire, mais il est clos du point de vue de la matière. Deuxième point, Roentgen a démontré que le deuxième principe de la thermodynamique, le principe qui énonce la loi de l'entropie, que ce principe, qui énonce également donc la dégradation de l'énergie, il s'applique également à la matière. Et de ce fait, Roentgen a suggéré une quatrième loi spécifique, une quatrième loi de la thermodynamique. Il en résulte que le processus industriel, il résulte de cette loi suggérée par Roentgen, que le processus industriel dissipe irrémédiablement la matière, sans espoir de retour par un quelconque échange avec l'univers. Nonobstant par ailleurs le mythe du recyclage qui est démontré comme étant illusoire, toute action de recyclage de la matière tendant toujours vers zéro, quelle que soit l'amélioration de la technologie qui ne peut que retarder l'échéance fatale. Troisièmement, l'énergie qui est dégradée par le processus industriel pourrait, effectivement, d'un point de vue purement théorique, être renouvelée par un apport d'énergie solaire, l'énergie solaire étant en effet renouvelable, étant même inépuisable. Mais il reste tout de même au moins 3 problèmes à résoudre. Premier problème, l'énergie solaire, elle arrive au sol avec une intensité extrêmement faible, une énorme quantité de matière pour fabriquer les collecteurs est donc nécessaire, les éventuels collecteurs, est donc nécessaire pour la concentrer, cette énergie solaire. Deuxième problème, on a vu que la quantité de matière disponible sur la Terre tend vers zéro, donc problème pour fabriquer ces collecteurs. Et enfin, troisième problème, selon Roentgen, la seule solution serait de transformer directement l'énergie solaire en énergie motrice. Mais il y a là un problème, car aucune recette pour collecter directement l'énergie solaire ne conduit à un processus en chaîne. La difficulté reste donc entière. Alors, on voit donc que
même l'énergie solaire, ne paraît pas en mesure de fournir durablement à l'Homo sapiens les moyens d'une industrialisation même réduite par rapport à celle d'aujourd'hui. Alors, il reste le rêve ou la poésie au choix. Option que Michel Le Pesant semble privilégier en évoquant une économie décroissante, non pas en termes de rareté, mais en termes d'abondance. La part souveraine de la dissipation comme dépense qu'il s'agit de sortir de l'appropriation privée pour en faire une dépense collective. Je cite Michel Le Pesant. Alors, citant un article du journal Moins, qui ne fait que reprendre le thème récurrent de la frugalité pour tous, mais en conservant un certain niveau d'industrialisation. Thème qui est l'archétype même du rêve qui est poursuivi par ce type de décroissant, un rêve qui malheureusement est contredit par la loi même de l'entropie. Oui, donc, si j'ai bien compris, enfin, ça c'est mon avis personnel, là je pense qu'il voulait mettre, d'ailleurs on pourra faire un autre article dessus, son article sur l'inconditionnel et gratuit, donc sur cette notion justement d'abondance, c'est le point qu'a soulevé Christian, qui est le fait que ne veut pas entendre parler de limites, de rareté, etc. Et qui veut faire un mix entre une frugalité consentie, donc certaines personnes consentiraient à faire une décroissance sur certaines parties de leur vie, et puis d'autres où on ne va pas trop chercher, on garde ça, parce que c'est pratique, etc. Et aussi, là je pense qu'il voulait mettre un petit peu aussi en avant la part privée et la part collective, où est la frontière entre les deux, donc il voulait mettre aussi ça un peu dans le débat. Donc tout ça, c'est des points un peu mélangés à l'entropie, qui me paraît un peu malheureux, mais bon, c'est des points sur lesquels on pourra revenir plus tard avec les autres points. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez parler. Sinon, on peut passer... Vincent, peut-être? Non? Non, moi je trouve la réponse faite par Christian assez complète et elle est sans, il n'y a pas de commentaire à apporter là-dessus. Il a fait bien fait le tour des objections et de l'approche physicaliste qui nous guide et qui doit rester notre socle et notre raisonnement, quoi. Ok, donc on peut passer au point suivant. Donc, sur tous les facteurs, là, qui liste un peu tous les facteurs qu'il a trouvés dans notre texte. Alors, en poursuivant la lecture de la dite présentation, on peut relever que DLD ajoute à cette décroissance bioéconomique d'autres facteurs tels que l'implosion du système monétaire mondial, la stérilisation des sols arables et la modification climatique liée à l'activité humaine, les épidémies récurrentes liées à la surpopulation. Chacun de ces facteurs mérite en effet attention, mais comment ne pas remarquer que le facteur qui devrait nous toucher le plus, c'est-à-dire le plus capable de nous mobiliser, est absent? Les limites sociales de la croissance. Pourquoi une telle absence? Dans une série de vidéos, Christian Leroux identifie 7 impasses de la croissance, physique, comptable, financière, sanitaire, alimentaire, culturelle et politique. Pas un mot d'une impasse sociale, sauf à confondre le culturel et le social. Oui, alors je répondrai de la même façon que pour le paragraphe précédent, qu'il me semble qu'il y a encore une mauvaise lecture du programme, mais celle-ci qui me paraît entachée malheureusement de mauvaise foi, puisque le programme indique dès les toutes premières lignes de son introduction, ce programme propose un nouveau système d'organisation politique visant à empêcher le développement des injustices sociales. Alors, quand Michel Pesant dit qu'on ne parle pas de social, il faudrait peut-être qu'il lise l'introduction. Donc, empêcher le développement des injustices sociales est apte, ce programme, à répondre aux contraintes bioéconomiques des temps prochains. Voilà, ça c'est pour l'aspect physicaliste.
Alors, quant à son commentaire sur la série des vidéos consacrées à l'impasse de la croissance, et en déplorant le fait qu'il n'y ait pas de chapitre sur l'impasse sociale, je répondrai en 3 points. Tout d'abord, le mot social. Il s'agit de s'entendre, qu'est-ce qu'il signifie? L'article 1 de la Constitution française dit effectivement la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais sans jamais définir, et ceci tout au long des 89 articles suivants de la Constitution du 4 octobre 1958, sans jamais définir ce que c'est qu'une république sociale. Pas plus d'ailleurs que la Constitution ne nous éclaire sur le sens du mot république, ou même l'adjectif démocratique. Là, je fais un contrôle. Alors, bon, ça c'est un autre débat que nous pourrons peut-être poursuivre avec Michel Lepezan, s'il le souhaite, sur la base des vidéos qu'il indique. Alors, compte tenu de cette absence de définition du mot social, je considère que le social, eh bien, il est partout. C'est pour ça peut-être qu'on n'en parle pas. Et plus, il est tout et il est dans tout, puisqu'il est l'essence même de l'organisation collective. On parle aussi d'organisation sociale. Autre définition possible du social. Le social, c'est ce qui distingue l'homme dit civilisé du chasseur-pêcheur-cueilleur. Bon, par ailleurs, et en me laissant aller quelques instants à adopter l'inclinaison de Michel Lepezan à la catégorisation rapide et globalisante, il parle de libéral, il parle de travailliste, il parle de physicaliste quand il parle de nous. Eh bien, en me laissant aller quelques instants à cette inclinaison, il apparaît que cette monomanie récurrente à prôner le social, elle témoigne souvent d'une posture démagogique, réformiste et, pour tout dire, de l'acceptation, malheureusement tacite, mais acceptation quand même, des fondements du système en place, moyennant quelques ajustements de nature précisément qu'on appelle sociale. Or, depuis l'avènement de la société industrielle capitaliste croissanciste, c'est-à-dire depuis 170 ans environ, on est bien obligé de constater que toutes ces postures dites socialisantes, voire sursocialisantes, toutes ces postures, en dépit de leurs apparentes bonnes et généreuses intentions, toutes ces postures n'ont abouti qu'à l'amélioration des constantes vitales de la croissance. Plus de prédation des ressources naturelles finies, plus d'augmentation du PIB, plus d'inégalités, etc., 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 ce qui prouve objectivement leur inefficacité au mieux, voire leur effet néfaste au pire. L'approche du social, par le programme de révision constitutionnelle et les codes juridiques, le programme pour la société de la précroissance, cette approche, elle est tout autre, car au lieu de viser à lutter contre les externalités sociales, négatives du système, la stratégie du Parti pour la précroissance vise à empêcher le système de générer ces mêmes externalités. Alors en guise d'illustration, l'exemple du RMA, le revenu maximum autorisé, est frappante. Au lieu de lutter contre les écarts de richesse en redistribuant l'excédent de ceux qui ont plus à ceux qui ont moins, la stratégie exposée dans le programme pour la société de la précroissance, cette stratégie consiste à changer les règles de la vie économique afin qu'il ne puisse plus y avoir certains qui gagnent beaucoup plus que les autres. C'est une approche qu'on voit radicalement différente. Alors, je pense que Michel Lepezan, pour le troisième point, je pense que Michel Lepezan a manifestement mal saisi le sens de cette série sur l'impasse de la croissance. Cette série qui s'adresse aux partisans adorateurs de la croissance et non pas à ceux que vous dénommez les décroissants ou vos décroissants. On a déjà parlé de votre décroissance qui vous appartient. C'est ainsi que ces vidéos ont pour objectif de démontrer que la croissance, ça ne marche pas,
que la croissance n'a pas d'avenir, que la croissance mène à une impasse, mène dans une impasse, précisément du point de vue des croissancistes eux-mêmes. L'impasse, elle est du point de vue des croissancistes, pas du point de vue des décroissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous disons que la croissance a voulu domestiquer la physique, mais que c'est un échec. C'est ça que nous appelons l'impasse physique. Nous disons que la croissance, elle a voulu faire du bénéfice financier, mais on constate qu'elle génère du déficit. C'est ce que nous appelons l'impasse comptable. Nous disons que la croissance a voulu créer un instrument d'échange magique de biens et de services entre les individus, mais cet instrument, il est au bord de l'implosion. C'est ce que nous appelons l'impasse financière. Nous disons que la croissance a voulu améliorer la santé de l'homme, mais en réalité, elle l'a dégradée. C'est ce que nous appelons l'impasse sanitaire. Nous disons que la croissance a voulu installer un système durable de production alimentaire pour pouvoir nourrir 10 milliards d'individus, voire plus. Mais on constate aujourd'hui que la faillite de ce système est toute proche. C'est ce que nous appelons l'impasse alimentaire. Nous disons que la croissance a voulu développer l'esprit humain, mais au contraire, elle a provoqué une régression de sa capacité de réflexion. C'est l'impasse culturelle. Enfin, nous disons que la croissance, que les zélateurs de la croissance prétendent avoir mis fin à l'histoire, cette fameuse illusion de la fin de l'histoire. Mais au contraire, la croissance, nous disons qu'elle a installé une situation pré-révolutionnaire. C'est cela que nous appelons l'impasse politique. Alors, à contrario, la croissance qui a voulu augmenter les écarts de richesse, c'est-à-dire les inégalités sociales, elle a réussi à le faire. Donc de ce point de vue, il n'y a pas d'impasse sociale du point de vue de la croissance. Bien au contraire, elle a réussi à augmenter les écarts de richesse. Donc vous voyez que cette vision sociale, eh bien, elle est très présente dans notre programme, mais pas de la façon dont vous le dites. Oui, on voit bien, là, c'est jouer sur les mots pour dire que ceux qui s'occuperaient du social sont les gentils, ceux qui s'en occuperaient pas, c'est les méchants, c'est encore pour clarifier le propos. D'ailleurs, c'est vrai que le social veut tout dire et veut rien dire, parce que quand on s'intéresse à la politique, donc à l'homme, on s'intéresse au social, même chez les chasseurs-cueilleurs et en société. Donc là, je renverrai plutôt les gens sur notre démarche de glossaire, qui est une démarche d'essayer d'identifier ce nous on met derrière les mots qu'on utilise habituellement, qui sont des mots très génériques, très généraux, et où on se comprend jamais parce que chacun met ce qu'il veut derrière les mots. Donc là, ça serait intéressant peut-être de mettre de rajouter ce mot social dans notre liste qui va s'allonger de glossaire, qui fait pour mieux se comprendre, qu'on parle vraiment des mêmes choses. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur cet aspect du mot social? Si ce n'est que dans notre programme, avec l'État-serviteur, les tantièmes redistribués et les ateliers nationaux, notre côté social est assez nourri malgré tout, puisqu'il laisse personne sur la touche. Ah bah oui, dès qu'il va lire ça, il va nous traiter de bolcheviques sociaux ou de socialistes, nouveaux socialistes. On va en prendre de tous les côtés. Oui, tout à fait. Oui, le côté, évidemment, redistributeur, égalité, équité, même sociale, est présent partout pour celui qui veut bien des papiers de programme. Mais ça prend du temps. Je pense que c'était peut-être une lecture un peu rapide. Voilà. Alors, point suivant, je pense que c'est un peu, là, on rentre dans le cœur aussi de notre démarche, quoi qui n'a pas été bien compris, on rentre dans le cœur du sujet, comme dirait Christian. Je pense que c'est le point sur l'inéluctabilité de la décroissance. Donc, je pense que là, est-ce que tu as le paragraphe sous les yeux, Yves? Oui. Ok, donc c'est parti. Allez, alors, voilà d'ores et déjà 3 préventions susceptibles de nourrir quelques scepticismes envers la démarche portée par DLD. Mais poursuivons l'analyse et passons à la lecture du programme qui pourrait servir de base à une candidature présidentielle. Ce programme énonce en préambule une hypothèse fondamentale et 13 principes directeurs,
puis 116 articles et 2 chartes thématiques. Cet ensemble ayant vocation à être introduit dans la Constitution française actuelle, il est également complété par une mise à jour des codes juridiques français actuels, dont notamment le Code civil et le Code pénal. Je répète que je suis opposé à leur hypothèse fondamentale 3, la décroissance inéluctable. Cette hypothèse révèle de la source physicaliste de la décroissance. Je ne nie pas les contraintes venant de la nature, je dis juste que politiquement, aucune nécessité n'a jamais fait un mobile. Ou pour leur dire autrement, je ne suis pas décroissant parce qu'on ne peut pas faire autrement, malgré moi. Je suis décroissant parce que je désire un monde cadré par le désir d'équilibre plutôt que par le désir de croissance. Je suis décroissant parce que ce qu'il s'agit de conserver, c'est notre vie sociale. Quand bien même il n'y aurait aucune raréfaction prochaine et progressive des ressources fossiles et minérales de la planète, je resterai partisan de la décroissance. Non pas parce qu'une croissance infinie serait impossible dans un monde fini, mais parce que le monde de la croissance est absurde, indécent, irresponsable, absurde anthropologiquement, indécent socialement, irresponsable écologiquement. Alors oui, là tu as dit un petit peu hypothèse fondamentale 3, c'est une petite référence qu'on a dans leur texte, qui est de dire que ça ne peut pas être inéluctable si c'est une hypothèse. Alors ça, j'ai une question aussi à poser à Christian. Est-ce qu'on présente l'inéluctabilité comme une hypothèse, en fait? Parce que là, il dit qu'on a une contradiction chez nous, mais est-ce que l'hypothèse, elle vient de chez nous ou elle vient de chez lui? Ça, non, employer l'hypothèse, employer le terme hypothèse dans cette acception, c'est une convention. Une convention dans notamment la démarche scientifique. On part de cette hypothèse, ça ne veut pas dire qu'on va mettre à l'étude l'hypothèse. On a l'expression dans cette hypothèse, et voilà ce qui s'enclenche. Donc nous partons d'une hypothèse que nous démontrons. Puisque toutes les ressources que nous avons sur notamment l'impasse physique ont été travaillées pour arriver à cette conclusion que la décroissance est inéluctable de par l'application des lois de la physique. Donc c'est une hypothèse que nous pensons avoir démontrée de façon scientifique. Et l'ayant démontré, nous partons de cette hypothèse ensuite pour voir les déclinaisons que nous allons pouvoir étudier dans les différents domaines de l'activité humaine. Voilà. Alors je vais répondre au paragraphe de Michel de Pezan, qui a été donc lu par la voix de Yves, en disant que cette simple affirmation péremptoire de l'opposition, je dirais, émotive de Michel de Pezan à notre hypothèse de la décroissance inéluctable ne constitue pas une démonstration scientifique de la fausseté de cette hypothèse. Donc, je rebondis sur la réponse que je viens de faire à Gilles. Nous posons l'hypothèse de la décroissance inéluctable parce que nous pensons l'avoir démontrée. S'il est opposé à cette hypothèse, il faut qu'il fasse une contre-démonstration, ce qu'il ne fait pas. Alors par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il énonce une doctrine qui valide les analyses récurrentes que moi je fais de son interprétation du terme décroissance depuis plusieurs années d'ailleurs. Cette interprétation, il la résume ainsi. Quand bien même il n'y aurait aucune raréfaction prochaine et progressive des ressources minérales et fossiles de la planète, je resterai quand même partisan de la décroissance. C'est quelque chose que nous connaissons bien de la part des décroissants volontaires. Eh bien, cette interprétation, elle trahit en réalité, c'est ce que je pense, moi, je pense que cette interprétation trahit en réalité une croyance en la durabilité de la croissance, avec, en nombre porté, la certitude que le capitalisme est en capacité de faire durer cette croissance. Donc, voilà. Alors, c'est assez grave ce que je dis comme accusation, mais ça a été nourri par des années de confrontation avec les décroissants volontaires. Car l'erreur de raisonnement que Michel de Pezan fait, à mon avis,
J'irais même jusqu'à dire que cette erreur de raisonnement puise sa source dans une sorte de péché d'orgueil. Cette erreur de raisonnement, c'est de juger que la question primordiale qui se pose à l'humanité, c'est d'être pour ou contre la décroissance du système industriel, alors qu'en réalité, cette question primordiale, c'est de savoir s'il existe, oui ou non, une inéluctabilité de sa décroissance. Quant à la question de savoir si, en cas de réponse négative à la seconde question, c'est-à-dire dans le cas où il n'existerait pas d'inéluctabilité de la décroissance du processus industriel, en raison de l'existence de ressources fossiles et minérales illimitées, par exemple. Eh bien, que dans ce cas, il faudrait quand même décroître. Cette obsession des décroissants volontaires, obsession depuis plusieurs années, a affirmé qu'il faudrait quand même le faire, traduit manifestement leur croyance. C'est presque une démonstration que je propose là. Ça démontre leur croyance en la durabilité possible du système industriel, alors que nous avons démontré que ce n'était pas possible. Et de ce fait, elle classe Michel Lepezan irrémédiablement dans la catégorie des non-décroissants. Cette classification, elle est encore renforcée par le fait que la décroissance volontaire, que Michel Lepezan évoque, pour peu qu'on puisse l'imaginer concrètement, au travers des vagues indications qu'il livre, parce que bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut décroître et qu'est-ce qu'il veut conserver. En fait, il semble que ces décroissances ne conduisent en réalité qu'à une sorte d'état stationnaire, mythe économique par ailleurs dénoncé par Royen dans son ouvrage Energy and Economic Myths, dans lequel un système industriel perdure. Donc, état stationnaire, c'est un système dans lequel l'état industriel perdure, mais avec un niveau de production industrielle sensiblement inférieur. Eh bien, ce mythe de la décroissance du système industriel volontairement ramené à un niveau quantitatif inférieur, auquel, on souhaiterait quand même savoir quelles sont les composantes qualitatives, à un niveau quantitatif inférieur est susceptible de procurer une joie de vivre, que le mode capitaliste aurait éradiqué, toujours du point de vue de Michel Lepezan, eh bien, tout ça n'est en fait rien d'autre qu'une version adaptée du Sustainable State d'Herman Daly. Herman Daly qui était lui-même un disciple de Roegen, mais qui a été renié par Roegen par la suite. La théorie du Sustainable State d'Herman Daly qui a débouché, il faut le dire, sur le fameux développement durable, dont Michel Lepezan apparaît au bout du compte comme un parfait supporter, moyennant une position légèrement plus basse du curseur de production. Donc là, on est bien au cœur, vraiment au cœur du problème, qui fait que même, justement, on voit bien que c'est un combat idéologique, d'abord politique, et qu'ils ont pris le prétexte de la décroissance des années 70 pour essayer de trouver un autre, on va dire, notre raisonnement, des partisans dans le spectre politique. Et même, pour aller plus loin, on pourrait même dire que s'il y avait en effet, en théorie, aucune raréfaction prochaine, le problème de la décroissance ne se poserait plus, voilà. En tout cas plus du tout dans les mêmes termes. Donc le combat serait complètement différent. Et je vois encore là, derrière le côté, en effet, qui n'arrivent pas à se positionner sur le caractère inéluctable de la croissance, c'est toujours leur fait de penser que le capitalisme va tout récupérer et il peut rebondir sur tout, et ils les soupçonnent même, parce qu'ils ne font pas partie, pour ceux que j'ai côtoyés, moi personnellement, c'est mon avis personnel, de ce côté scientifique ou de domaine de la production, ils ne font pas partie de ces gens donc ils ne sont pas reliés, on va dire, directement par ce côté productif ou
physique ou d'ingénieur, etc., à la société. Et donc, il ne le voit pas venir. Il suspecte que tout va être récupéré, même il suspecte qu'on va pouvoir aller peut-être trouver une énergie infinie un jour, etc. Et donc, ça pourra toujours continuer et que donc que la lutte contre ce système ne va pas se situer à ce niveau-là, mais sur un autre côté politique. Donc là, c'est sûr qu'il y a un côté que je vois qu'il profite sur certaines parties de ce système-là et qu'il ne veut pas que sur certains systèmes ça s'arrête, comme par exemple la santé ou ce genre de choses. Et puis sur d'autres petites choses où ils voient des choses un peu qui les gênent, ben là ils veulent diminuer ça. Donc c'est pour moi un autre combat politique et ils mettent dedans un peu de décroissance. Voilà. Ça c'est mon avis personnel. Sinon, on passe au point suivant, que je n'ai pas forcément bien saisi dans le texte, mais là où il parle d'une parabole qu'on utiliserait dans notre programme, c'est ça? Gilles? Ouais. Oui, Hugues. Oui, pardon, j'avais quelque chose à dire, mais le micro n'a pas... Pas de souci, ça marche. Alors, oui, effectivement, enfin, l'idée qui soumet de cette décroissance choisie, c'est effectivement d'une part, de choisir des éléments qui vont être réduits, si je peux résumer ça comme ça. Enfin, c'est de choisir une stratégie dans laquelle il y a des éléments qui vont être réduits, et il y a d'autres qui vont être, on va dire, probablement être un peu maintenu pour pouvoir favoriser certains styles de vie, pouvoir maintenir un certain style de vie. Mais effectivement, on va dire, ce n'est pas forcément soutenable sur le long terme ou bien sur le très long terme, à cause, on va dire, des lois physiques. Et c'est vrai que ce point-là n'est pas forcément, on va dire, assumé, et il est difficile, en fait, d'être assumé. Il est difficile de dire qu'effectivement, même si on maintient certaines conditions de vie, il y aura forcément une limite. Et l'autre problématique, c'est qu'effectivement, on va dire, dans l'organisation actuelle du système économique, réaliser même cette décroissance est compliqué, voire quasiment impossible, parce que ce système économique globalisé dans l'ensemble, il pousse à produire encore et encore, sans arrêt, et il dépend énormément de la consommation, ce qui est on va dire, le fond un peu du problème. Et pour moi, tant qu'il n'est pas résolu, tant qu'il n'est pas assumé, bah, il est impossible de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci Hugues. Donc, on va passer au point là sur, encore, il insiste sur l'aspect physicaliste de notre introduction au programme. Alors, cette fondation physicaliste trouve à s'employer dès l'introduction du programme, par l'utilisation d'une parabole, celle du feu dans lequel l'humanité est imaginée comme comburant, la terre comme combustible et le capitalisme comme allumette. Je reconnais être refroidi, mais pas surpris, en lisant que dans cette métaphore, la croissance démographique pourrait être un spectre. Alors là, sur le mot spectre, il y a une petite référence, comme quoi il reconnaît quand même que on prône la suppression des incitations à la natalité un peu plus loin dans le programme. Oui, alors, bon, sur cette petite remarque, en passant, bon, j'ai constaté avec satisfaction que Michel Lepezan avait parfaitement compris la parabole du triangle du feu, puisqu'il l'a décrite de façon assez exacte, et en fait qu'il ne la conteste pas. Bon, j'ai noté également que le spectre démographique lui faisait froid dans le dos, mais sans bien comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là. En parlant de spectre, alors pourquoi? Est-ce à dire que ceux qui évoquent ce spectre refroidissent Michel Lepezan encore plus que le spectre lui-même? Ou bien est-ce que ça veut dire que Michel Lepezan considère que la démographie n'est pas un spectre du tout? Alors,
bon, je sais qu'il aime les formules, mais là, j'avoue ne pas bien comprendre ce qu'il veut dire, et j'aurais évidemment été très intéressé de le rencontrer en physique afin qu'il me précise ce point. Voilà. Pas plus à dire sur cette remarque. Oui, bah ça, c'est un aspect qui hante tous les débats et qui était résolu depuis longtemps chez les décroissants en disant qu'on n'en parlait pas, que c'était pas un sujet de débat. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce truc démographique, c'est qu'on n'en parle pas. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Là, c'était en effet juste un point en passant. Et ensuite, on va aussi tomber là dans le cœur du problème à l'occasion d'une remarque en passant. Donc tout ça, c'est des remarques qu'il fait en passant sur notre introduction. Mais ça, on trouve évidemment là des cœurs de problème. C'est sur notre vision donc constitutionnelle un peu de la politique. Donc, dernier point de réticence préalable. Le programme ne porte en fait que sur une révision constitutionnelle et des codes juridiques. Même s'il me semble que les décroissants ont en effet tout intérêt à rompre radicalement avec l'attitude anti-institution qui les a conduits à refuser, la plupart du temps, de mettre le moindre espoir dans le droit pour transformer une société, dans ce cas, ils ne font d'ailleurs que répéter ce déni des socialistes du 19e qui, selon les analyses d'Alex Honneth, expliquent comment ils en sont venus à oublier que la liberté qui peut s'articuler avec l'égalité n'est pas la liberté individuelle, mais la liberté sociale. Pour autant, de là à tomber dans l'illusion constitutionnaliste comme si le point de départ de la cause des causes, selon Étienne Chouard, devait être une constitution, il y a un pas à ne pas franchir. Mais est-il étonnant que ce pas juridique soit franchi quand on se rappelle l'oubli de la dimension sociale de la décroissance par DLD? Alors, bon, d'abord, DLD, c'est demain la décroissance qui est devenu parti pour l'après-croissance. Hein, voilà. Alors, là encore, et je dirais encore plus, et de plus en plus, on va s'en apercevoir que Michel Pesant mélange plusieurs choses. Bon, sans doute parce que c'est utile à son propos. Je dirais même qu'il s'en mêle les pieds dans les notions juridiques. Qu'appelle-t-il illusion constitutionnaliste? La Constitution n'est donc pas, selon Michel de Pesant, la Constitution ne serait pas la table qui établit le corpus des règles coercitives? Michel de Pesant distingue avec raison la liberté individuelle de la liberté sociale, qui en termes de droit se nomme plutôt liberté négative et liberté positive. On aura sans doute l'occasion de débattre sur la dualité entre liberté négative et liberté positive une autre fois, mais il se trompe en prétendant que la Constitution ne peut établir que la première et pas la seconde liberté. La liberté négative et pas la liberté positive. Enfin, bon, je noterai une fois de plus la mauvaise foi de Michel de Pesant lorsqu'il écrit « On se rappelle l'oubli de la dimension sociale de la décroissance par le Parti pour la précroissance », dont on a déjà parlé il y a quelques instants, en rappelant, encore une fois, puisque si Michel de Pesant revient dessus, je vais me permettre de revenir aussi dessus, en rappelant que le programme pour une société de la précroissance, tout au long de ses 13 principes et tout au long de ses 116 articles, n'a de cesse de faire progresser cette liberté positive qu'il aime tant, qu'il redit tant, c'est-à-dire la capacité et les moyens de pouvoir faire, et qu'il nomme d'ailleurs de façon inappropriée, mais sans doute démagogiquement voulu, la liberté sociale. Donc voilà ce que je répondrai sur ce point à Michel de Pesant. Tu peux quand même, parce que là j'ai pas tout à fait compris, parce que là pour nous c'est des notions un peu spécifiques entre liberté individuelle et liberté sociale positive, négative. Après tu as dit la Constitution explique que la première n'est pas la deuxième, mais moi j'avais déjà oublié ce que tu avais dit, si positif ou négatif, tu avais dit en premier ou en deuxième. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? La même idée, mais clairement,
que ça ne se mélange pas dans ma tête que la Constitution parle de exactement laquelle liberté. Et laquelle est positif, négatif, donc ça s'applique individuel ou social, mais là, j'ai pas fait de lien entre laquelle et laquelle. Donc, est-ce que tu pourrais refaire ce point-là en étant clair, parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Je peux le refaire, mais il faut surtout le refaire. Ce débat sur la liberté, c'est un débat aussi, je dirais, sémantique, puisqu'il s'agit de savoir qu'est-ce que ça veut dire la liberté, qu'est-ce qu'on met dedans. La liberté, c'est comme, on l'a vu, hein, c'est pour ça qu'on a fait un glossaire, comme le capitalisme, ou comme d'autres termes. Alors, lorsque deux personnes parlent de liberté, si elles ne mettent pas dedans la même chose, évidemment, le débat ne va avoir que très peu d'utilité, très peu d'efficacité. On distingue, bon c'est pas moi qui le dis, mais les philosophes du droit distinguent la liberté négative, la liberté positive. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté négative, c'est la liberté de faire. La liberté, c'est une liberté théorique qui est donnée par la loi. C'est-à-dire que la loi vous interdit de faire quelque chose ou la loi donne le droit de faire quelque chose. Donc, la liberté négative, c'est j'ai le droit de faire parce que la loi ne me l'interdit pas ou parce que la loi m'autorise à le faire. La liberté positive, c'est une liberté en quelque sorte qui a été inventée un petit peu après, hein, parce que la liberté, bon, elle est bien conditionnée au départ par l'établissement de règles coercitives au sein d'une collectivité humaine qui avant n'était pas contrainte dans sa liberté individuelle puisqu'il n'y avait pas de loi autre que celle de la nature qui lui était imposée. Donc, petit à petit, l'organisation sociale a inventé une liberté que les philosophes du droit ont appelée la liberté positive, qui est, non pas j'ai le droit de faire, mais je peux faire cela parce que j'ai des moyens pour le faire. Plus concrètement, pour mieux comprendre, j'ai l'argent pour aller faire un voyage quelque part dans le sud de la France, donc je suis libre d'aller dans le sud de la France. Et si je n'ai pas d'argent, eh bien je ne peux pas aller dans le sud de la France, donc je ne suis pas libre. Et donc petit à petit, cette liberté positive, qui est une liberté de moyens et non pas une liberté juridique, s'est mise à s'appeler la liberté sociale. Et puis, c'est mise à s'appeler tout d'un coup la liberté. Et donc, la liberté maintenant dans une société capitaliste croissanciste, oligocratique capitaliste croissanciste, eh ben c'est la liberté, ça veut dire avoir suffisamment d'argent pour s'acheter les choses qu'on veut s'acheter. Mais pas les choses qu'on veut s'acheter, les choses que la caste des marchands, hein, Vincent, nous propose comme éventail à choisir. Hein, voilà. Et donc, à partir du moment où nous avons suffisamment de revenus pécuniaires pour pouvoir acquérir tel et tel bien, nous sommes libres. Voilà. Et c'est donc cette différence qui est pointée entre liberté négative et liberté positive. Alors nous ne sommes pas contre la liberté positive, puisque tout l'essence du programme, c'est pour donner aux gens les moyens de faire des choses. Mais, du point de vue juridique, la liberté positive ne s'instaure pas par une loi. Elle s'acquiert par une organisation sociale qui prend en compte le devenir et les capacités de l'individu. Par contre, la liberté négative, c'est une liberté qui s'écrit dans le droit. Et c'est ce que ne comprend pas Michel Le Pen. Il ne comprend pas parce que la liberté négative, c'est quelque chose dont on ne parle plus, et même qui n'a plus d'intérêt. Alors, aujourd'hui, pour la péjorativiser, on dit c'est la liberté individuelle. Non, la liberté individuelle, c'est devenu presque un mot toxique. Enfin, un mot, bon, repoussoir. Là, ils sont pour la liberté individuelle, c'est terrible. Bon, la liberté individuelle, oui, c'est la liberté qui est écrite dans la loi. Voilà, alors c'est tout ce débat, là on pourrait en parler pendant des heures, voilà. C'est tout le débat sur qu'est-ce qu'on met dans le terme de liberté et qui est, je dirais, magnifié, éclairé, illustré par la dualité entre la liberté négative et la liberté positive, liberté sociale. Oui, c'est plus clair, oui, tout ça. On aura l'occasion justement de faire ça dans un podcast au sujet des glossaires, donc on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc là, je propose qu'on clôt ici, c'est le timing,
cette petite partie, parce qu'après, on va aller dans le cœur de nos principes, nos 13 principes directeurs. Donc là, on a en effet balayé un peu dans ces 2 dernières vidéos l'introduction de tout ça, mais c'est important parce que c'est justement à l'occasion des petites remarques, dans des petites introductions, qu'on voit où sont les différents schémas d'analyse et schémas de pensée qui sont très importants. Donc c'était tout à fait intéressant de prendre au moins 2 vidéos pour toute cette introduction. Et donc la prochaine fois, on passera à la revue des 13 principes.